Alain Lecomte, Conseil général de l'environnement et du développement durable. Alors, pour une fois, je vais faire comme si je ne connaissais pas du tout le domaine, parce que je pense qu'il y a deux sujets là, qui ont été évoqués. Il y a d'une part, la façon dont techniquement on construit la ville, qui est le problème des spécialistes qui sont ici. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais c'est les formes urbaines, parce que somme toute, les formes urbaines, ça intéresse l'ensemble des habitants et des citoyens dont on n'a pas beaucoup parlé. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que, somme toute, nous sommes dans une création humaine. Dans toute création humaine, on pourrait parler de musique, de peinture, de littérature, etc. Il y a deux aspects. Il y a des conditions économiques, sociales, techniques qui conduisent à avoir une certaine forme de création, et puis il y a la créativité des artistes. Quand je vois effectivement ce qui est représenté, je me pose effectivement quelques questions, parce que le résultat, c'est parfois un peu le plateau de fromage ou le défilé de mode. Et là, je me dis, au fond, pour reprendre une vieille théorie en matière artistique, période archaïque, période classique, période baroque, je retrouve toutes les caractéristiques du baroque, non pas du baroque spécifiquement du XVIIe siècle, mais au fond, des structures qui n'ont aucune, je dirais, base fonctionnelle, le jeu des couleurs, les porte-à-faux qui sont effectivement développés, au fond, c'est cette diversité, etc. Mais alors, moi, la question que je pose, quel est le sens de cette diversité? Pourquoi cherche-t-on dans ces... Alors, ce n'est pas le problème des macrolos qui sont en cause. Quel est le sens de ces diversités? Alors, c'est la diversité pour la diversité. Et là-dedans, au fond, la question... Quelle est la ville pour demain? Quelle est la ville pour des habitants qui vont vieillir, des habitants qui vont devoir faire face au changement climatique et autres? Donc je pense que autant il faut développer la créativité, sans doute dans certains endroits, c'est très bien, comme les défilés de mode, mais c'est pas ce qu'on porte tous les jours. Et donc attention à ne pas, je dirais, généraliser ce que je considère comme des expériences, d'une certaine manière, sur l'ensemble de notre territoire. Et probablement, si on le généralisait sur l'ensemble du territoire, ça serait de plus en plus médiocre. Voilà un peu ma question, ou mon observation. Ok, on va prendre une série de Oui, questions. juste pour continuer, oui. Patrick Choteau à la MIC. On a parlé à l'instant de prouesse. Quel sens? On voit bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement l'arlequin qui se met en place. Il y a un enjeu, faire la ville durable, c'est ramener tous les clients de la ville qui s'étalent, des agglomérations qui s'étalent, de les réconcilier avec la ville. Cet enjeu-là, on n'y répond pas. L'urbanisme des bars avait montré une population captive qui était celle des HLM. On a le sentiment, quand on entend parler de Macrolot, qu'une nouvelle population captive est en train d'exister. C'est en fait le primo-accédant, voire l'accédant tout court, qui ne peut pas revendre son appartement, si j'ai bien compris, parce qu'il ne peut pas afficher des charges trop élevées. Donc encore plus de population active. Est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer là une clientèle pour la ville qui s'étale ? Et alors, de fait, ma question, c'est... Mais je n'ai pas entendu parler pendant tout l'exposé du garant. Le rôle du garant, l'élu, pour moi, il n'y a qu'une seule maîtrise d'ouvrage urbaine du projet urbain, c'est l'équipe en place, qui, elle, est là pour fabriquer de la cohérence, du sens, de la continuité urbaine sur un territoire, vraisemblablement un projet politique. Et donc, où est l'équipe de programmation? Ou est-ce que j'étais pas dans le bon sujet? C'est possible aussi. Est-ce qu'on peut réduire la fabrication d'une forme urbaine, enfin, d'un quartier urbain, à la logique de la forme, de la sculpture? Ok, simplement, ça, on a toujours ce genre de réaction quand on fait un débat, c'est-à-dire qu'on vous dit « mais pourquoi vous n'avez pas parlé de ceci ou pourquoi vous n'avez pas parlé de cela ?» Il est évident que la question qui a été posée, qui a été bien rappelée tout à l'heure par Bernard Landau, concernait la compréhension de l'évolution des formes urbaines. Tout ceci se fait bien évidemment parce qu'il y a des élus et bien évidemment parce qu'il y a des habitants. Mais on n'est pas obligé de le répéter chaque fois, je crois, non? Enfin, en tout cas, il te répondra tout à l'heure, Jacques Lucan. Oui, Vincent Bourgeat, actuellement directeur général adjoint de la communauté d'agglomération de l'aéroport du Haut-Bourget. C'est plus une réaction. Je voudrais un peu prolonger ce que disait Jean-Luc, parce que je pense que fondamentalement, la question n'est pas une question d'architecture, c'est plus une question de conditions économiques, de production de la ville. Moi, je pense qu'effectivement, les macrolots tels qu'on les définit aujourd'hui ont un grand avenir, parce que je pense qu'ils sont une réponse à un certain nombre de contraintes de production de la ville, notamment la question de la densité, enfin de la rareté du foncier et du besoin de faire de la ville compacte. Et je pense que va bientôt se rajouter aussi des enjeux de performance énergétique.
J'imagine bien, moi, dans quelques semestres, un argumentaire visant à parler d'isolat énergétiquement autosuffisant, autonome, qui recycle l'énergie. Tout ça va très bien ensemble avec cette notion de macrolo. Donc, voilà. Alors après, effectivement, la perspective, elle est incertaine, parce qu'effectivement, on a tous en référence ces mégastructures qu'on a loupées. Et là, je pense que les aménageurs ont un rôle à jouer, mais à mon avis, qui renvoie à la manière dont on cède la production de la ville. Parce qu'en fait, finalement, quand on prend Argenteuil et les copropriétaires, le problème, c'est qu'il y a eu un aménagement, l'aménageur a aménagé, et ensuite, il a cédé à des copropriétaires le produit, un produit trop cher. Donc, est-ce que le sujet, maintenant, c'est pas d'imaginer des systèmes qui font autre chose que je produis et je cède, mais qui créent plutôt des dispositifs qui portent sur la durée et qui, enfin, économiquement portent sur la durée ces macros. Donc en gros, pas des copropriétés, mais des sortes de sociétés publiques-privées qui quelque part assurent la garantie de fonctionnement à long terme plutôt que de se renvoyer à que fait la collectivité ou que font les propriétaires. Voilà, c'est juste une réaction. Y a-t-il d'autres demandes? Oui, Pierre Bousquet, Nathan Starkman. Oui, bonjour, Pierre Bousquet, ICAD, Aménagement. Je trouve cette intervention, la dernière, intéressante parce qu'elle rejoint une question que je comptais soulever. Le problème du macrolo ne renvoie pas seulement une question de forme urbaine, pas du tout. C'est un outil qui peut effectivement permettre de coordonner sur de plus grandes échelles diverses problématiques, la diversité architecturale, la densité, éventuellement, comme ça vient d'être dit, la gestion harmonieuse ou coordonnée d'un ensemble immobilier un peu plus dense, un peu plus complexe. Mais ça renvoie aussi, et beaucoup, à des questions de montage d'ensemble des opérations. On ne peut pas à la fois dire qu'il y a une rareté foncière et oublier que cette rareté est associée à un prix, souvent élevé, qu'un foncier cher conduit les aménageurs, qu'ils soient publics ou privés, là n'est pas la question, à des investissements préalables, souvent très importants, voire insoutenables. Donc la question des partenariats pour arriver à engager ces processus d'aménagement se pose naturellement. Et dans ces conditions, comment attirer les partenaires? Si c'est pour leur dire qu'ils vont pouvoir obtenir X% de droits à construire dans une opération future, mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas dans quelles conditions, et ce, de façon éparpillée, on va peut-être avoir un peu de mal à les attirer. Et ce n'est pas en tout cas comme ça que procèdent la plupart des pays qui essayent de façon opératoire, concrète, de monter des opérations d'aménagement urbain et immobilière de grande ampleur. Donc, il y a un exemple qui me vient en tête, Ivry-Confluence. Ivry-Confluence, est-ce que ce sont des macrolots qui ont été donnés aux 4 opérateurs aujourd'hui en fonction? Ma réponse est oui. Alors, ce sont des macrolots en mosaïque, en kaléidoscope, c'est-à-dire à l'échelle de petits îlots éparpillés sur un site qui fait, si ma mémoire est bonne, plus d'une centaine d'hectares. Et il y en a pour 600 000 m², ainsi distribués préalablement à la promotion privée, avec un processus de travail sur le projet, plus ou moins concerté entre l'aménageur et les promoteurs. Mais enfin, la réalité est là. Il y a un engagement sur un long terme, une durée d'opération, avec des protocoles financiers à la clé. Voilà, donc je crois que la question n'est peut-être pas de savoir si le macrolot est une bonne ou une mauvaise chose pour la ville et pour la forme urbaine. C'est vrai que des questions peuvent se poser, mais on ne peut pas les résoudre de façon expéditive. En revanche, la question est de savoir comment faire, puisqu'il risque de devenir une nécessité, et on en voit de plus en plus, pour que ça se passe bien. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais mon intervention n'est pas en opposition avec la vôtre. Non, mais je comprends bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis pas là à dire que ce type d'opération ne doit pas avoir lieu. Mais ce que vous dites en même temps, c'est, au fond,
de toute façon, réfléchissez pas à la forme urbaine et les conséquences, puisqu'on s'en fout, quoi. C'est pas le problème, c'est comment on monte tout ça. Et puis, ça va être, voilà, on va réussir économiquement à monter toutes ces opérations en faisant tout comme vous êtes en train de le décrire. Le début de votre description, d'ailleurs, je pense qu'on pouvait décrire strictement de la même manière le front de Seine et ses opérateurs. Hein. Je veux dire, c'était pareil. Hein. Je veux dire, pas dit. Après, vous avez changé par rapport à d'autres systèmes. Mais au fond, moi, c'est pas des questions. Je sais que ça se passe comme ça et que le rapport public-privé, il s'est établi maintenant selon certaines modalités qui sont pas celles d'hier. Bon, ce que j'ai essayé de dire, je dis pas que c'est mal. Je dis que c'est ainsi. Ce que je pose, c'est pas du tout le fait que ce soit des modalités très compliquées, enfin, comment dire, impossibles à monter. C'est pas du tout de ça dont je parle, moi. Je parle de, dans ces opérations, qu'est-ce qui a quelquefois, dans certaines d'entre elles, tendance à devenir, au fond, des choses dont il faut effectivement, par rapport auxquelles il faut se poser des questions. C'est tout ce que je dis. Je veux dire, si on ne se les pose pas, ben on laisse faire aussi toutes ces opérations-là tranquillement. Hein. Il n'y a pas de raison. Selon votre propos, il n'y a pas de raison. Je veux dire, si on trouve des collectivités locales qui sont prêtes à le faire, ben faisons-le. Et puis après, dans 30 ans, ce sera la catastrophe. On va le faire, alors sous prétexte que économiquement c'est viable, sous prétexte que tout le monde est d'accord pour le faire. Attendez, on était d'accord aussi dans les années 60 pour faire un certain nombre d'opérations qui se révèlent être des catastrophes. Les publics, le privé, tout le monde était d'accord. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On refait la même chose? Non, ben non, je pense pas. Je pense qu'il faut arriver à réfléchir à un certain nombre de problèmes en intégrant évidemment tout ce que vous avez dit, mais pas enfin à mon sens, pas en disant c'est la réalité économique, elle est celle-là, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de façon inéluctable dans la façon par laquelle les choses se passent. Je pense qu'il n'y a rien d'inéluctable. Parce que si c'est ça, autant je ne vois pas pourquoi j'écrirais un bouquin, je ne vois pas pourquoi on discuterait. Jacques, puisque tu as la parole, est-ce que tu peux répondre aussi aux autres questions qui ont été posées? C'est pourquoi la diversité? Est-ce que ça va créer une cacophonie? Quel projet politique y a-t-il derrière? Le projet du Macrolot implique aussi un projet de gestion. Est-ce que tu souhaites réagir aux premières questions avant qu'on prenne les nouvelles? Non, dans ce que j'ai dit, je pense que j'ai entendu tout à l'heure, monsieur, on avait l'impression que j'avais décrit quelque chose de général et de tout Macrolot étant catastrophique. Je n'ai pas dit ça, moi. Je dis pas ça. Donc j'essaye d'être malgré tout, même dans ce que j'ai écrit, relativement mesuré, parce que c'est assez compliqué. Je sais bien que la situation n'est pas à décréter que ça est bien, ça est mal, et après le tour est joué. Donc ces questions-là, je trouve qu'on a tous à se les poser. C'est tout ce que je dis, moi. On a tous à se les poser. Je pense qu'un certain nombre de personnes se les posent. Et lorsque j'ai rencontré des aménageurs, enfin j'en ai rencontré quand même un certain nombre, l'espèce de surprise que j'ai eue, c'est quand je leur expliquais ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre, au fond, ils découvraient une situation qui était la leur et qui était semblable quelque part à celle des autres. Alors bon, voilà, c'était ça. Alors, à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là, au fond, que les questions qui pouvaient se poser, elles étaient communes à d'autres aussi. Donc, comment est-ce que cette communauté de questions devient vraiment quelque chose sur lequel on peut évidemment multiplier les questions ensuite? La question de la diversité, j'en ai parlé, j'y répondrai pas trop en particulier, parce que je vous dirais un truc comme ça. J'aime l'architecture des années 60. Non, et les plus beaux bâtiments dans le 16e arrondissement, c'est des bâtiments des années 60. Je pense que les élus, même de la ville de Paris, il n'y en a pas un qui a été les voir, il n'y en a pas un qui peut les voir, parce que pour eux, ils signifient grand ensemble. Point à la ligne. Ça, c'est clair. Et dans plein de villes, c'est pareil. Et donc, il y a toute une production très, très belle, très, très urbaine, de très haute qualité, qu'on ne regarde même pas. Et ça, il y a une question de culture architecturale qui est un peu sérieuse aussi dans ce pays, mais ça, c'est un peu un autre problème. Alors, on préfère effectivement la diversité. Alors, comment est-ce qu'on en finit avec ce fantôme du grand ensemble? Ça, j'arrive pas, personne ne le sait exactement, mais on peut en finir aussi par le fait qu'on puisse se dire qu'il ne faut pas généraliser toute la production des années 50-60, n'est pas à mettre au panier. Voilà. Et le dire
aux élus et le dire à un certain nombre aussi d'aménageurs, hein, je pense. Allez à Boulogne, allez voir Pouillon, qui est juste à côté de... Hein, et puis là, on voit des grandes barres, et ces grandes barres, elles sont géniales. Elles sont géniales. Et ça fabrique un morceau de ville qui est d'une qualité exceptionnelle. Hein, je veux dire, donc, c'est pas parce qu'on fait des balcons filants sur 300 mètres qu'on ne sait pas faire une ville. Pouillon, il savait le faire. Mais c'est un gros macrolo, bien sûr, c'est pour ça que je dis. Mais évidemment, mais c'est un macrolo urbain. On va découvrir que le macrolo est une longue histoire.